Ma mère m'a laissé dans une gare pour une blague, ils ont ri et ont parié si je pourrais retrouver le chemin de la maison. Je ne suis jamais revenu. 20 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Ce matin, 29 appels manqués, ma mère et mon père. Je m'appelle Sophia Bennett. J'ai 32 ans. Je suis graphiste à Denver, Colorado. Et ce matin, je me suis réveillé avec 29 appels manqués d'un numéro de l'Illinois. J'ai fixé mon téléphone si longtemps que mon café a refroidi dans ma main, car au fond de moi, avant même d'écouter le moindre message vocal, je savais déjà de qui il s'agissait. Certaines mémoires ne s'estompent pas avec le temps. Elles attendent. Elles se nichent tranquillement dans les coins sombres de votre vie jusqu'à ce qu'un matin ordinaire, elles se lèvent et vous ramènent en arrière. Pour moi, ce fut un son, un numéro, un écran clignotant. Et soudain, j'avais à nouveau 12 ans, seul dans la gare Union Station de Chicago, regardant les seules personnes censées me protéger transformer ma peur en divertissement. Ma mère m'a laissé à la gare, pour rire. Ils ont ri. Ils ont même parié pour savoir si je pouvais rentrer seul. Je me souviens encore de la façon dont mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé qu'ils ne reviendraient pas me chercher. La façon dont chaque visage dans cette gare me semblait étranger. La façon dont toute la ville paraissait trop grande, trop bruyante, trop froide pour une petite fille avec presque pas d'argent en poche. Ce fut le jour où tout dans ma vie s'est scindé en deux versions. La fille que j'avais été avant ce moment et la personne que je devais devenir après. Je ne suis jamais revenu. Ni cette nuit-là, ni la semaine suivante, ni jamais. J'ai bâti une vie différente, un nom différent et un avenir si éloigné d'eux qu'il m'arrivait de croire qu'ils n'existaient plus. Mais ce matin, ces 29 appels manqués ont prouvé une chose que j'avais passé 20 ans à essayer d'enfouir. Le passé ne reste pas toujours là où on le laisse. Parfois, il vient vous chercher. Et, le temps qu'il fait chez vous est-il parfaitement en phase avec votre humeur du moment? Grandir à Willow Creek, dans l'Illinois, m'a appris très tôt que les apparences étaient tout dans ma famille. Pour nos voisins, nous avions l'air solide et respectable. Le genre de famille américaine de classe moyenne que les gens citaient quand ils parlaient de travail acharné et de bonnes valeurs. Mes parents possédaient une petite chaîne prospère de magasins d'articles ménagers. Le genre d'endroit qui vendait des robots de cuisine, de la literie, des cafetières discount, et tous les articles ménagers aléatoires dont les gens oubliaient avoir besoin jusqu'à ce qu'ils passent devant une jolie présentation. Le week-end, mon père faisait des barbecues dans le jardin. Ma mère saluait les gens par-dessus la clôture, et tout le monde agissait comme si nous construisions le genre de vie que d'autres familles devraient admirer. Mais à l'intérieur de la maison, l'amour était toujours lié à la performance, et la sécurité dépendait de savoir si ma mère s'ennuyait assez pour inventer une autre leçon. Elle adorait les appeler des leçons. C'était son mot préféré. Si je pleurais, j'étais trop sensible. Si je demandais de l'aide, j'étais impuissante. Si j'oubliais quelque chose, je devais apprendre la responsabilité. Elle pouvait transformer n'importe quelle erreur d'enfance normale en une raison de m'humilier. Et mon père la soutenait toujours avec un sourire, comme si la cruauté était un sport d'équipe qu'ils appréciaient tous les deux. Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé une paire de baskets au centre commercial parce que mes vieilles tombaient en morceaux aux orteils. Ma mère m'a dit que j'étais gâté, m'a emmené à un banc près de l'aire de restauration, et m'a dit que si je voulais vivre dans le monde réel, je pouvais commencer par m'asseoir là seul et apprendre que personne ne me devait rien. Ils m'ont laissé là pendant presque 3 heures. Je me souviens de fixer le stand de bretzel, de sentir la cannelle et le beurre, en essayant de ne pas pleurer parce que chaque fois que je pleurais, cela semblait les divertir. Quand ils sont finalement revenus, mon père a ri et a demandé à ma mère si elle lui devait $20 parce qu'il avait deviné que je serais toujours assise au même endroit. Quand j'avais 10 ans, j'ai pleuré après un match de football pour jeunes, parce qu'un groupe de garçons de l'école s'était moqué de moi sur le parking. Et au lieu de me réconforter, mes parents ont conduit jusqu'à l'autre bout du parking du stade, m'ont dit de sortir et m'ont laissé là après le coucher du soleil, parce que, selon ma mère, les larmes rendaient les gens faibles, et la faiblesse attirait un pire traitement. Je me suis assise sur un trottoir en béton, les bras autour de mes genoux, regardant les camions partir un par un, jusqu'à ce qu'ils reviennent près d'une heure plus tard avec de la restauration rapide pour eux-mêmes et aucune excuse pour moi. Mon père trouvait hilarant que je sois toujours là. Il a dit qu'il avait parié que j'essaierais de faire du stop pour rentrer ou de mendier de l'aide à des inconnus. C'était le modèle. Tout devenait un test. Tout devenait une blague à mes dépens. Tout devenait un moyen pour eux de prouver que le monde était dur, comme si j'avais besoin qu'ils le rendent encore plus dur.
Le plus étrange, c'est qu'ils ne se considéraient jamais comme cruels. Ils parlaient de caractère, de courage et de me préparer à la réalité. Ils utilisaient de grands mots pour faire paraître nobles des choses laides. Si quelqu'un leur avait demandé, ils auraient dit qu'ils élevaient une fille indépendante. Mais ce n'était pas l'indépendance qu'ils construisaient. C'était la peur, c'était l'hypervigilance, c'était le silence. J'ai appris à étudier leurs humeurs avant de parler. J'ai appris à disparaître dans ma propre maison. J'ai appris que si je restais assez silencieuse, assez utile, assez invisible, je pourrais peut-être passer une journée sans être choisie pour l'une de leurs expériences. Le seul endroit où j'ai eu l'impression d'exister en dehors de leurs règles, c'était sur papier. Je dessinais constamment. Je dessinais sur les dos des reçus, dans les marges des devoirs scolaires, sur des carnets de croquis bon marché que j'achetais avec l'argent de mes babysitting. Je dessinais des chambres avec des portes verrouillées, des fenêtres de train pleines de lumière, des femmes debout sur des montagnes sans personne derrière elles. À 12 ans, je n'aurais pas pu vous expliquer tout ça. Mais je sais maintenant que j'essayais de dessiner mon chemin hors de ma propre vie. Ce qui a fait basculer les choses, c'est quelque chose de si petit que la plupart des parents ne s'en souviendraient même pas une semaine plus tard. J'ai eu un B+ en article. Pas en maths, pas en sciences, en article. La seule matière qui me faisait me sentir vivante. J'en étais fier jusqu'à ce que je franchisse la porte d'entrée et que je voie ma mère tenir le bulletin comme s'il s'agissait d'une preuve de défaillance morale. Elle m'a demandé comment une fille qui passait tant de temps à dessiner pouvait encore réussir à la décevoir dans la seule matière qu'elle était censée aimer. Mon père a dit que j'étais peut-être en train de devenir paresseuse. Ma mère a dit que j'avais peut-être commencé à penser que l'effort était suffisant. Cette nuit-là, tandis que j'étais assise dans ma chambre à faire semblant de faire mes devoirs, je les ai entendus parler dans la cuisine, leur voix basse et amusée de la manière qui me nouait toujours l'estomac. Ma mère a dit que j'avais besoin d'une leçon que je n'oublierai jamais. Mon père a dit qu'il parierait de l'argent là-dessus. Le lendemain matin, ils étaient si joyeux que ça me glaçait le sang. Ma mère a fait des crêpes. Mon père m'a même demandé si je voulais du jus d'orange. Ils m'ont dit que nous allions faire une excursion d'une journée à Chicago, juste nous trois. Et pendant une stupide et désespérée seconde, j'ai pensé qu'ils essayaient peut-être de remettre les choses à zéro. Peut-être s'étaient-ils calmés. Peut-être la dispute sur le bulletin était-elle terminée. Peut-être était-ce le plus proche d'excuses que ma famille pouvait offrir. J'aurais dû savoir mieux. Tout le trajet de Willow Creek à la ville m'a semblé bizarre d'une manière que je ne pouvais pas nommer complètement à l'époque. Mon père laissait la radio forte et battait le volant comme s'il était de très bonne humeur. Ma mère n'arrêtait pas de se retourner du siège passager pour me poser des questions auxquelles elle savait déjà que je répondrais avec prudence. Est-ce que je me pensais intelligente? Est-ce que je pensais que les filles intelligentes étaient prêtes pour le monde réel? Est-ce que je pensais que la vie se soucierait de ma peur? Chaque réponse que je donnais semblait les amuser. Chaque fois que j'essayais de rester silencieuse, ils poussaient plus fort. Au moment où l'horizon est apparu, j'avais cette sensation familière dans mon corps, celle qui disait que quelque chose de grave allait arriver, et que je ne serais pas autorisé à m'y préparer. Nous nous sommes garés près de Union Station vers midi. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand ou d'aussi bondé de près. La gare donnait l'impression d'une ville entière compressée sous un même toit. Des gens avec des valises à roulettes passaient en courant dans toutes les directions. Hommes d'affaires, familles, touristes, étudiants, tous se déplaçaient comme s'ils appartenaient à cet endroit. Je suis resté près de mes parents, car je ne savais pas où d'autre me tenir. Dans le hall principal, ma mère a désigné un immense pilier près de l'entrée et m'a dit d'attendre là pendant qu'il déplaçait la voiture et allait chercher le déjeuner. 15 minutes, a-t-elle dit. Peut-être 20. J'ai demandé si je pouvais les accompagner, et mon père a ri si fort que les gens se sont retournés pour regarder. Il a dit que j'avais 12 ans, pas 2. Ma mère s'est penchée et m'a dit de ne pas la gêner en public, alors j'ai hoché la tête et je suis resté près du pilier pendant qu'il s'éloignait. Je me souviens d'avoir vérifié l'énorme horloge de la gare encore et encore. 15 minutes passèrent, puis 30, puis 45. Au début, je me disais que le stationnement était difficile, ou que la file d'attente pour la nourriture était longue, ou qu'il s'était perdu. Au bout d'une heure, ma poitrine a commencé à me faire mal. Au bout d'une heure et demie, j'ai senti la panique monter si vite que mes mains tremblaient. J'avais 9 $ en poche. Pas de téléphone, pas d'adresse notée, aucune idée du fonctionnement des trains.
Je ne m'étais jamais sentie aussi petite de ma vie. J'ai commencé à marcher à quelques mètres du pilier, puis à me précipiter en arrière, car il m'avait dit de ne pas bouger. Et même alors, une partie de moi était toujours terrifiée de faire la mauvaise chose. La gare est devenue plus bruyante à mesure que l'après-midi s'étirait. Chaque annonce au haut-parleur faisait bondir mon cœur. Chaque femme aux cheveux noirs me faisait tourner la tête. Chaque seconde s'étirait jusqu'à me sembler cruelle. Puis j'ai vu la voiture à travers les fenêtres avant. Passant lentement dans la rue, j'ai vu notre voiture glisser. Tout mon corps a tressailli de soulagement si fort que j'ai presque ri. J'ai couru vers la vitre, agitant les deux bras, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'ils étaient vraiment revenus. Mon père conduisait. Ma mère était sur le siège passager. Tous deux me regardaient. Mon père a souri le premier. Pas le sourire soulagé de quelqu'un qui a retrouvé un enfant perdu. Le sourire de quelqu'un qui regarde un coup de théâtre se dérouler exactement comme il l'espérait. Ma mère a baissé sa vitre et s'est penchée juste assez pour que je l'entende par-dessus le trafic. Elle a crié, « Je parie $50 que tu ne trouveras même pas le chemin de la maison. » Puis elle a ri. Mon père a ri avec elle. Il a levé une main du volant pour faire un petit pouce en l'air stupide, comme s'il se félicitait d'être malin. Puis la voiture a continué et a disparu dans le trafic. C'est à ce moment-là que le monde a changé de forme pour moi. C'était une chose de craindre qu'il m'oublie. C'était une chose de suspecter qu'il me donnait une autre leçon. C'en était une autre, entièrement, de les voir le choisir, de les voir en profiter, de réaliser que ma peur n'était pas un effet secondaire de ce qu'il faisait. C'était le but. Je suis resté là, figé, jusqu'à ce que quelqu'un me bouscule et marmonne, « Excusez-moi ». Et le son de la voix d'un étranger m'a ramené à la réalité. Je suis rentré à l'intérieur parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai erré d'un bout à l'autre de la gare, pleurant par intermittence, m'essuyant le visage toutes les quelques minutes parce que j'étais encore gêné d'être vu bouleversé. Mes parents m'avaient aussi appris ça. J'ai essayé de penser à quelqu'un que je pouvais appeler, mais il n'y avait personne. J'ai essayé d'imaginer le chemin du retour, mais la maison aurait pu être un autre pays. Je me suis assise sur un banc, puis je me suis relevé, puis j'ai marché en rond jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. À un certain moment, j'ai cessé de m'attendre à ce qu'il revienne. À un certain moment, l'attente a pris fin et l'abandon a commencé. Cette différence peut sembler minime, mais quand on a 12 ans, c'est comme tomber à travers la glace. J'ai passé presque 3 heures à Union Station après qu'il m'ait laissé là. Assez longtemps pour que la lumière extérieure commence à changer. Assez longtemps pour que la foule se disperse et se reforme. Assez longtemps pour que je cesse de penser par phrases complètes et que je commence à agir par pur instinct. Je restais loin des portes parce que j'avais peur de m'aventurer dans la ville et de me perdre encore plus. Je restais loin de la police parce que mes parents m'avaient toujours dit que si je causais des problèmes, les figures d'autorité aggraveraient tout. Je restais loin des inconnus parce que les mêmes personnes qui m'avaient abandonné m'avaient appris pendant des années que demander de l'aide était une faiblesse. En y repensant, je crois que c'était l'une des parties les plus cruelles de ce qu'ils ont fait. Ils m'ont appris à ne faire confiance à personne, puis m'ont laissé dans un endroit où la confiance était la seule chose qui aurait pu me sauver rapidement. La personne qui m'a finalement remarqué était une employée de la gare nommée Maria. Elle avait la cinquantaine, des yeux fatigués et le genre de voix calme qui vous donnait envie de dire la vérité même quand vous aviez peur. Elle m'avait apparemment vu passer plusieurs fois devant la même rangée de sièges et de distributeurs automatiques. Elle m'a arrêté près d'un couloir menant aux bureaux administratifs et m'a demandé si j'étais perdu. J'ai immédiatement menti. J'ai dit que j'attendais mes parents. Elle a demandé depuis combien de temps j'attendais. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a demandé si j'avais mangé. Ce fut la question qui m'a brisé. J'ai commencé à pleurer si fort que je pouvais à peine respirer. Toute la honte que j'avais avalée depuis midi s'est effondrée en une seule ailette déferlante. Je lui ai dit qu'ils m'avaient abandonné. Je lui ai dit qu'ils avaient passé la gare en riant. Je lui ai dit que ma mère avait parié de l'argent pour savoir si je pouvais rentrer à la maison. Maria n'a pas réagi comme mes parents l'auraient fait. Elle ne m'a pas dit de me calmer ni ne m'a accusé d'être dramatique. Elle s'est légèrement accroupie pour que son visage soit au niveau du mien et a dit très clairement, « Tu es en sécurité en ce moment et je vais t'aider. » La sécurité a été appelée en premier, puis la police des transports. Un agent a pris ma déposition tandis qu'un autre vérifiait les caméras de la gare couvrant l'entrée principale.
Ils ont pu confirmer que j'étais resté là longtemps et qu'une voiture correspondant à ma description avait ralenti près du trottoir avant de repartir. Cela a eu de l'importance plus tard. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que les adultes autour de moi étaient soudain devenus très sérieux. L'un des agents a demandé les noms de mes parents, notre adresse, le nom de notre magasin, tout ce dont je pouvais me souvenir. Un autre m'a apporté de l'eau et des crackers, car je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Quand ils ont finalement joint mes parents par téléphone, je n'ai pu entendre que la moitié de la conversation. Mais je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de l'officier. Elle est passée d'un professionnalisme prudent à une incrédulité manifeste en une dizaine de secondes. Il leur a demandé s'ils revenaient immédiatement à Chicago. Puis il est resté silencieux un long moment, a écouté, et a dit « Non, madame. Laisser une enfant de 12 ans dans une grande gare n'est pas une leçon d'indépendance. C'est de l'abandon d'enfant. » Tout mon corps est devenu froid quand j'ai entendu ces mots. Non pas parce qu'ils semblaient trop durs, mais parce qu'ils correspondaient. En début de soirée, j'étais assise dans une petite salle d'entretien avec une assistante sociale, pendant qu'un rapport était préparé. Elle m'a expliqué que mes parents refusant de revenir immédiatement et insistant toujours sur le fait qu'il s'agissait d'une décision parentale, je ne pouvais pas simplement être renvoyé chez moi, même s'ils changeaient d'avis plus tard. Il y aurait un placement d'urgence jusqu'à ce que le tribunal des affaires familiales examine le cas. Je ne comprenais pas la plupart du langage juridique, mais je comprenais le regard sur son visage. Elle me croyait. Plus que cela, elle croyait que je n'avais pas été en sécurité bien avant ce jour. J'étais terrifié quand ils m'ont dit que je passerais la nuit avec une famille d'accueil. J'avais grandi avec des histoires sur ce qui arrivait aux enfants qui étaient enlevés. Mais ensuite j'ai rencontré Mark et Laura Bennett. Il n'était pas glamour, et il n'essayait pas trop de paraître parfait. Il était photographe, les doigts tachés d'encre à force de manipuler des tirages. Elle était institutrice en maternelle, et sentait légèrement la lotion et le papier de classe. Leur maison était chaude et encombrée, d'une manière qui faisait qu'elle paraissait habitée plutôt que chaotique. Il y avait une lampe allumée dans l'entrée, des photos de famille encadrées au mur, et un panier pour chien dans un coin, même si le chien lui-même dormait quelque part à l'arrière. Laura m'a demandé si je voulais des spaghettis ou de la soupe. Mark m'a demandé si je préférais la lumière du couloir allumée ou éteinte quand j'allais me coucher. Personne n'a crié quand j'ai dit que je ne savais pas. Personne ne s'est moqué de moi parce que j'avais pleuré à table après avoir pris 2 bouchées et réalisé que j'étais trop épuisé pour faire semblant d'aller bien. La première nuit dans leur chambre d'amis, j'ai à peine dormi. Chaque portière de voiture à l'extérieur me faisait tressaillir. Chaque craquement dans le couloir me faisait m'asseoir. Mais même à travers toute cette peur, une pensée ne cessait de tourner dans mon esprit. Un inconnu à la gare m'avait montré plus de gentillesse en 5 minutes que ma propre mère ne m'en avait montré en des années. Je n'avais pas encore les mots pour cela. Je savais seulement que le monde semblait soudainement différent. Et une fois que l'on voit que d'autres personnes sont capables de vous protéger, il devient impossible de continuer à appeler la cruauté normale. Les jours qui suivirent furent comme vivre dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis allé de la maison des Bennett à des réunions avec des travailleurs sociaux, puis à des évaluations thérapeutiques, puis à un tribunal des affaires familiales en ville où des adultes parlaient d'une voix prudente de mon avenir, comme s'il était à la fois fragile et d'une importance urgente. Mes parents sont arrivés avec un avocat et la même attitude qu'ils avaient toujours eue à la maison. Calme, offensé, légèrement amusé que quiconque prenne cela si au sérieux. Ma mère portait un blazer bleu marine et des boucles d'oreilles en perles, comme si le fait de paraître respectable effacerait ce qu'elle avait fait. Mon père restait penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, comme si tout cela était un inconvénient qu'il finirait par surmonter. Ils n'ont pas nié m'avoir laissé à Union Station. C'était la partie incroyable. Ils l'ont admis. Ils ont juste insisté sur le fait que c'était contrôlé, éducatif, nécessaire. Ma mère a même dit qu'ils essayaient de développer ma résilience. Mon père a dit que les enfants de ce pays étaient devenus trop mous et que quelqu'un devait leur apprendre comment le monde réel fonctionnait. Je me suis assise en face d'eux, écoutant cela, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a changé presque autant que la gare elle-même. Ils ne deviendraient jamais le genre de parents qui comprenaient ce qu'ils avaient fait. S'ils avaient été capables d'une telle honnêteté, ils auraient fait demi-tour avant même d'atteindre l'autoroute. Le rapport du thérapeute nommé par le tribunal décrivait un schéma d'abus émotionnel, d'humiliation, de négligence et de mise en danger croissante. Ces mots n'étaient pas les miens,
mais les entendre à voix haute était comme de l'oxygène pénétrant dans une pièce verrouillée. Pendant des années, j'avais pensé que mon enfance était en quelque sorte ma faute, car c'était plus facile que de croire que les personnes responsables de moi choisissaient délibérément de nuire. Le rapport l'a clairement établi. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un style parental strict. C'était de la maltraitance déguisée sous des mots de classe moyenne. Quand le juge a finalement demandé si je voulais retourner à la maison pendant que le tribunal surveillait la famille, j'ai dit non, si rapidement que la réponse a même semblé me choquer. Ma mère m'a fixé comme si je l'avais giflé. Mon père a marmonné quelque chose sous sa respiration à propos de l'ingratitude. Le juge n'a pas bronché. La phase suivante était censée être un chemin vers la réunification, cours de parentalité, thérapie familiale, visite supervisée, examen régulier, un long processus conçu pour donner à mes parents une chance de prouver qu'ils pouvaient changer. Sur le papier, cela semblait juste. En réalité, mes parents l'ont traité comme une insulte publique. Ils détestaient l'idée d'être évalués. Ils détestaient l'idée d'une surveillance. Ils détestaient que les enseignants, les thérapeutes et les agents de la cour aient maintenant accès à la face privée de la famille qu'ils avaient passé des années à polir pour tout le monde. Mon père s'est davantage plaint des dommages causés à la réputation du magasin qu'à la perte de ma garde. Ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle ne laisserait pas l'État lui dire comment élever son propre enfant. Et puis, au moment le plus important de toute l'affaire, on leur a donné un choix. Ils pouvaient s'engager dans un programme de réunification de 2 ans et faire tout ce que le tribunal exigeait. Ou ils pouvaient volontairement renoncer à leurs droits parentaux. Ils ont choisi de renoncer. Juste comme ça. Ma poitrine ne s'est pas brisée dans la salle d'audience comme on pourrait l'imaginer. Elle est devenue étrangement calme. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez bonne pour qu'ils ne se retournent pas contre moi. Et à la fin, ils m'ont abandonné plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. C'est la vérité qui est restée le plus longtemps avec moi. Ils ne m'ont pas perdu parce que le système m'a volé. Ils m'ont abandonné pour protéger leur fierté. Après cela, les choses sont allées plus vite. Les Bennett étaient déjà des parents d'accueil agréés, et au cours des mois suivants, ils sont devenus tout autre chose. Marc a commencé à me mettre de côté d'anciens magazines de photographie et des livres d'art parce qu'il avait remarqué à quel point je dessinais souvent. Laura frappait avant d'entrer dans ma chambre, ce qui semble si insignifiant jusqu'à ce que l'on grandisse dans une maison où l'intimité n'existe pas. Ils ont appris quels aliments me rendaient anxieuse à cause d'anciennes punitions liées au dîner. Ils ont cessé de me demander de regarder dans les yeux quand j'étais bouleversé. Ils n'ont pas exigé d'amour, de gratitude ou de confiance instantanée. Ils sont simplement restés. La stabilité peut sembler presque surnaturelle pour un enfant qui n'en a jamais eu. L'adoption a été finalisée après que suffisamment de temps se soit écoulé pour que tout le monde puisse prétendre que le processus était ordonné. Mais émotionnellement, elle avait déjà eu lieu bien avant que le juge ne signe les derniers documents. Quand on m'a demandé si je voulais changer de nom, je n'ai pas hésité. Jennifer Caldwell appartenait à une fille qui était restée dans une gare avec $9 en poche, sans savoir si elle serait vivante ou morte pour sa propre famille à la fin de la journée. Sophia Bennett appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un avec sa propre chambre, un bureau avec des fournitures de dessin, une famille qui ne riait pas quand elle avait peur. Je me souviens encore de la première nuit après l'adoption officielle. Laura a mis des draps propres sur mon lit comme elle le faisait toujours le dimanche. Marc a laissé un nouveau carnet de croquis sur mon bureau et personne n'a fait de discours sur la chance que je devrais ressentir. Ils ont agi comme si j'avais toujours été la leur. Cette certitude tranquille a guéri plus en moi que n'importe quel moment dramatique n'aurait pu le faire. Cela m'a appris que l'amour véritable ne vous teste pas pour prouver que vous le méritez. L'amour véritable vous fait de la place avant même que vous ne sachiez vous y détendre. La guérison ne s'est pas faite d'un coup, et elle ne s'est certainement pas faite en ligne droite. Les gens aiment les histoires où un acte de sauvetage arrange tout, où l'enfant abîmé s'épanouit instantanément dès qu'elle est placée dans un meilleur foyer. Ma vie n'a pas été comme ça. Pendant des années, mon corps a encore réagi à la gentillesse comme si c'était un piège. Si Laura me disait qu'elle serait de retour dans 15 minutes après être allée au magasin, je devais lutter contre l'envie de fixer la fenêtre jusqu'à ce que sa voiture revienne. Si Marc était en retard pour venir me chercher après un événement scolaire parce que le trafic était dense, je sentais la panique monter si vite que mes mains devenaient engourdies. Je détestais attendre dans les lieux publics. Je détestais qu'on me dise de rester en place. Je détestais l'expression « je reviens tout de suite ».
La thérapie a aidé, mais ce fut un travail lent. Le genre qui vous force à dire des vérités désagréables à voix haute jusqu'à ce que votre système nerveux commence lentement à croire ce que votre esprit veut savoir. J'ai appris les mots traumatisme, abus émotionnel et hypervigilance. J'ai appris que être blessé encore et encore ne vous rend pas plus forte, comme le prétendent les personnes cruelles. Cela vous adapte au danger. Cela vous rend brillante en matière de survie et terrible en matière de repos. À travers tout cela, les Bennett ne m'ont jamais pressé. Ils sont venus aux événements scolaires, m'ont aidé avec mes devoirs, se sont souvenus des sujets qui me déclenchaient des angoisses, et m'ont laissé garder la porte de ma chambre fermée quand j'avais besoin d'espace. Ils n'ont pas essayé d'effacer ce qui s'était passé. Ils m'ont aidé à construire une vie où cela ne me définissait plus uniquement. L'art est devenu plus qu'une évasion. C'est devenu une structure, un langage, la preuve que je pouvais créer quelque chose de beau sans la permission de personne. Je m'y suis consacré pendant le lycée, puis pour mes candidatures à l'université, puis pour chaque revue de portfolio et chaque séance de studio tardive après être entré à l'Art Institute of Chicago. Retourner vers la ville qui m'avait jadis effrayé n'était pas symbolique au début. C'était pratique. L'école me convenait. Le programme était solide, mais quelque part pendant ces années, j'ai réalisé que je récupérais quelque chose. La même ville où j'avais été abandonné est devenue le lieu où je me suis construite. J'ai étudié le design graphique, travaillé à temps partiel, suivi une thérapie, et appris à exister parmi des gens qui ne me demandaient pas de me rabaisser. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris un emploi à Denver dans une entreprise de branding spécialisée dans l'identité des petites entreprises. Et pour la première fois de ma vie, je vivais assez loin de l'Illinois pour avoir l'impression que la géographie elle-même était de mon côté. Denver m'a donné de l'espace. De nouvelles rues, de nouvelles habitudes, un nouveau climat, un air suffisamment sec pour me vider la tête. Finalement, j'ai commencé à prendre des clients en freelance en parallèle, puis j'ai ouvert mon propre studio. J'ai bâti une réputation de narration visuelle claire. Le genre de travail qui aidait les gens à exprimer clairement qui ils étaient et ce qu'ils représentaient. Parfois, l'ironie de la chose était presque amusante. Toute ma carrière a pris racine dans le fait que j'avais passé mon enfance piégé dans les mensonges de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Alex par l'intermédiaire d'un ami, lors d'une pendaison de crémaillère. C'était un ingénieur logiciel, patient d'une manière qui ne semblait pas artificielle et très difficile à déstabiliser. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai dit que j'avais une histoire familiale compliquée. Au 5e, je lui en ai dit un peu plus. Des mois plus tard, quand je lui ai finalement parlé d'Union Station, il n'a pas interrompu, n'a pas surréagi, ne m'a pas offert une phrase paresseuse sur le fait que tout arrive pour une raison. Il a simplement tendu la main sur la table, a pris la mienne, et a dit « Cela n'aurait jamais dû t'arriver ». La simplicité de cela m'a presque anéanti. Nous avons construit notre vie de la même manière que je m'étais reconstruite. Lentement, délibérément, en laissant de la place à l'honnêteté. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, Marc m'a conduite jusqu'à l'hôtel et Laura a ajusté le dos de ma robe, en essayant de ne pas pleurer. Nous avons adopté un chien de refuge nommé Max, un bâtard avec une oreille déchirée et l'âme prudente de quelque chose qui avait aussi été laissé derrière trop tôt. J'ai bloqué tous les comptes que mes parents biologiques ont jamais essayé d'utiliser pour me contacter. Facebook, Instagram, vieilles adresses e-mail. J'ai même changé de numéro de téléphone une fois, après qu'un message vocal de vacances d'un numéro de l'Illinois m'ait fait trembler pendant 1 heure. Je ne parlais d'eux que si je devais le faire. Je n'ai pas visité Willow Creek. Je n'ai pas utilisé mon ancien nom. La plupart du temps, je pouvais passer des semaines entières sans penser du tout à Jennifer Caldwell. Telle était la vie que j'avais construite au moment où les appels manqués sont arrivés. Un bon mariage, un studio avec des clients fidèles, des promenades matinales avec Max, des dîners entre amis, des appels du dimanche avec Marc et Laura. Une vie si calme et entière que parfois je me demandais si la paix semblait toujours aussi étrange aux personnes qui n'avaient pas grandi en se battant pour elle. Puis mon téléphone s'est allumé avec 29 appels manqués de l'Illinois et le sol sous cette paix a tremblé. Il y avait un message vocal. Puis un email d'une adresse que je ne connaissais pas. Puis une demande de contact sur LinkedIn, la seule plateforme que j'avais gardée publique à cause du travail. C'est ce détail qui m'a fait comprendre que cela avait demandé des efforts. Quelqu'un avait cherché. Quelqu'un avait finalement fait le lien entre Sophia Bennett et la fille dont il s'était moqué à travers une vitre de voiture. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine, le téléphone à la main,
tandis que Max se pressait contre ma jambe et qu'Alex regardait mon visage pâlir. J'avais passé 20 ans à m'assurer que le passé restait enfoui. Quoi qu'il se passe maintenant, cela l'avait déterré à pleine main. Le message vocal ne venait pas de ma mère. Il venait de ma sœur cadette, Anna. Je n'avais pas entendu sa voix depuis qu'elle était une petite fille, me suivant dans le couloir avec des chaussettes dépareillées, trop jeune pour comprendre pourquoi l'air dans notre maison semblait toujours chargé. Sa voix semblait plus âgée, plus rauque, comme les voix le deviennent quand la vie les a durement pressées. Elle a dit que notre mère avait un cancer avancé. Elle a dit que notre père avait subi un léger AVC 6 mois plus tôt. Elle a dit que les magasins avaient disparu, non pas en difficulté, mais disparu. Un par un, fermés ou vendus à perte après que l'histoire familiale que je pensais enterrer dans les dossiers du tribunal ait refait surface de la pire des manières pour eux. Une parente avait posté sur l'incident de la gare dans un groupe Facebook local après que ma mère, dans un acte d'hypocrisie stupéfiant, ait laissé un commentaire sur le post parental de quelqu'un d'autre sur la façon dont les enfants d'aujourd'hui avaient besoin d'une discipline plus forte. Ce seul commentaire a ouvert la porte. Les anciens voisins ont commencé à parler. Une ancienne greffière du tribunal, qui aurait probablement dû se mêler de ces affaires, mais ne l'a pas fait, a laissé entendre que les rumeurs étaient vraies. Quelqu'un a trouvé un vieil article de journal sur une affaire de garde liée à une enquête sur l'abandon de mineurs. Puis un ancien employé de l'un des magasins a raconté ce qu'étaient mes parents à huis clos. L'image qu'ils avaient passé des décennies à cultiver s'est effondrée en public, vite et salement. Les clients ont cessé de venir. Les gens se sont rendus dans les grandes chaînes de magasins de la ville voisine plutôt que de leur donner un autre dollar. Les amis de l'église se sont tus. Les groupes civiques ont cessé d'appeler. Willow Creek, qui les avait autrefois protégés par les ragots et la politesse, s'est retourné contre eux avec les mêmes outils. Anna a dit qu'ils vivaient maintenant dans un appartement subventionné en dehors de la ville. Plus de maisons, plus de magasins, plus de statues, plus de versions de l'ancienne famille pour se cacher. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a dit exactement pourquoi il y avait eu 29 appels manqués au lieu d'un message respectueux. Ils voulaient que je revienne. Non pas parce qu'ils étaient soudainement devenus des personnes différentes. Non pas parce que le temps les avait rendus assez courageux pour affronter la vérité. Mais parce qu'ils n'avaient plus d'option et qu'ils étaient terrifiés de mourir seuls. J'ai demandé à Anna pourquoi elle appelait si elle savait que j'avais toutes les raisons de ne pas répondre. Il y eut un long silence, puis elle dit, parce que je voulais que tu l'entendes de quelqu'un qui ne te ment pas. Elle m'a dit qu'elle aussi avait coupé les ponts, non pas des années auparavant, mais récemment, après être devenue mère elle-même et avoir finalement demandé des copies des documents du tribunal pour comprendre ce qui s'était réellement passé quand j'avais disparu de la famille. Nos parents lui avaient raconté pendant des années une version édulcorée, que j'avais surréagi, que l'État était allé trop loin, que j'avais été manipulé par des parents d'accueil qui voulaient une fille. Anna a dit que la lecture de ces documents lui avait donné l'impression d'être heurtée par un camion. Elle a regardé son petit garçon après cela et a réalisé qu'elle ne pourrait jamais laisser de telles personnes s'approcher de lui. Entendre cela aurait dû me rendre triomphante. Au lieu de cela, cela m'a rendu fatiguée, plus profondément que la colère. Elle a demandé si je viendrais. J'ai dit que j'y penserais. Alex m'a dit que je ne leur devais rien. Laura m'a dit que quoi que je choisisse, cela devait être pour ma paix, pas pour leur confort. Marc a dit très calmement que certaines personnes ne cherchent le pont qu'après avoir brûlé la maison. J'ai ruminé cela toute la nuit. Au matin, je savais une chose clairement. Je ne revenais pas pour les sauver. Je revenais pour y mettre fin, de ma propre voix. J'ai pris l'avion pour Chicago 2 jours plus tard et j'ai continué en voiture jusqu'à l'hôpital où ma mère recevait un traitement. La chambre sentait le désinfectant et la peur rance. Mon père semblait plus âgé que je ne l'avais imaginé, plus petit aussi, comme si la maladie et la disgrâce l'avaient finalement dépouillé de l'homme ordinaire sous la performance. Ma mère avait toujours ce visage instinctivement arrangé, même à moitié malade. Comme si la dignité était quelque chose qu'elle pouvait appliquer comme du rouge à lèvres. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis ma mère a commencé à pleurer avant même que je me sois assise. Pas un pleur silencieux non plus. Le genre fait pour attirer l'attention. Elle a dit mon nom, mon ancien. Je l'ai corrigé une fois et une seule fois. Sophia. Elle hocha la tête, s'essuyant le visage. Et mon père dit qu'ils avaient fait des erreurs. Des erreurs? Le même mot lâche que les gens utilisent quand la vérité est trop laide pour être prononcée à voix haute. Je leur ai dit non.
Une erreur, c'est manquer une sortie. Une erreur, c'est oublier le lait au magasin. Ce qu'ils ont fait était délibéré. Ils ont laissé une fille de 12 ans dans une gare d'une ville qu'elle ne connaissait pas, on rit pendant qu'elle paniquait, puis on passé 20 ans à mentir à ce sujet pour se protéger. Mon père a commencé à parler, probablement pour s'expliquer, mais je n'étais pas venu de si loin pour écouter une autre défense enrobée de mots plus doux. Je leur ai dit qu'ils avaient transformé ma peur en un jeu. Et la raison pour laquelle ils étaient assis là maintenant, sans entreprise, sans respect, et sans aucune de leurs filles à leur côté, c'est parce que les jeux se terminent. Les gens finissent par savoir. Les enfants grandissent. La vérité finit par éclater, même dans les petites villes qui croient que le silence peut tout enterrer. Ma mère m'a demandé si je pouvais leur pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une dette que je devais à des gens qui ne venaient me chercher que lorsque leur vie s'effondrait. J'ai prononcé la phrase que je portais sous une forme ou une autre depuis mes 12 ans. Vous avez parié pour savoir si je pouvais retrouver le chemin de la maison. Je l'ai fait. Je ne suis juste pas revenu à la vôtre. Ils ont tous les deux pleuré alors, mais pour une fois, leurs larmes ne m'ont pas ému. Je n'étais pas cruel. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas insultés. C'est ce qui m'a le plus surprise. La vengeance, quand elle est finalement arrivée, n'a pas été bruyante. Cela m'a semblé froid, clair, exact. Je leur ai dit que je ne paierais pas les factures, ne gérerais pas les soins, ni ne rétablirais le contact. Je leur ai dit que Anna avait tout à fait le droit de protéger son propre enfant d'eux. Je leur ai dit que ma famille était au Colorado et dans l'Illinois, avec les personnes qui avaient réellement mérité ce mot. Puis je me suis levé. Mon père a demandé si c'était vraiment un adieu. Je l'ai regardé et j'ai dit que c'était un adieu depuis 20 ans. Vous êtes juste les derniers à le comprendre. Je suis sorti après 20 minutes et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le parking, l'air était mince et lumineux. Je suis resté là, les mains tremblantes, non pas de regret, mais de l'étrange libération qui vient quand quelque chose qui vous hantait prend enfin une forme que vous pouvez laisser derrière vous. Sur le vol du retour, j'ai repensé à la petite fille de Union Station, celle qui avait cru qu'être abandonnée signifiait être indésirable pour toujours. Elle s'était trompée. Elle était indésirable pour deux personnes brisées qui confondaient la cruauté et la force, mais elle n'était pas indigne d'amour. Il y a une différence, et l'apprendre m'a sauvé la vie. S'il y a une leçon dans ce qui m'est arrivé, c'est celle-ci. La maltraitance ne devient pas de la discipline juste parce qu'un parent utilise des mots plus propres. L'humiliation ne forge pas le caractère. La peur ne rend pas les enfants plus forts. Elle les vieillit seulement avant l'heure. Et s'éloigner des personnes qui vous font du mal, même si elles partagent votre sang, n'est pas de l'amertume. Parfois, c'est la chose la plus saine que vous ferez jamais. Je n'ai pas quitté cet hôpital en me sentant coupable. Je suis parti en me sentant éduqué par ma propre survie. La famille dans laquelle vous êtes né peut façonner vos blessures, mais elle ne définit pas votre avenir. L'amour véritable ne rit pas quand vous avez peur. La vraie famille ne teste pas si vous pouvez survivre sans elle. La vraie guérison commence au moment où vous cessez d'appeler la cruauté une leçon et commencez à l'appeler ce qu'elle était. Et une fois que vous faites cela, vous pouvez construire une vie si honnête, si stable et si pleine de paix que même les personnes qui vous ont brisé ne peuvent pas vous la reprendre.